Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Marcelin Nadeau, maire du Prêcheur, et il est aussi conseiller territorial à la CTM. Bonjour M. le maire, merci. Bonjour Mano, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je sais que vous revenez de Marseille puisqu'il y avait le congrès mondial pour la nature. Ça, c'est au nom de la CTM. Vous représentiez la Martinique, la CTM et la Martinique donc, lors de ce congrès. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles pour la Martinique? Alors, on n'a pas encore de bonnes nouvelles, hein. C'est-à-dire que les choses vont se décider en juillet 2022 d'ailleurs en Russie. Mais bon, la candidature semble être bien partie, hein. C'est-à-dire que c'était l'occasion un petit peu d'enfoncer le clou par rapport à tout le travail qui a été fait, bien sûr, depuis quelques années par différents, à la fois différentes majorités, et du conseil régional d'ailleurs, et de la CTM, par différents présidents du parc naturel, dont le dernier était d'ailleurs Denis Lurégis, que je salue, mais on pourrait saluer aussi tout le travail qui avait été fait par Dany Chaumet, etc. Donc je pense que il y a quand même... Il y a une certaine continuité. Il y a une continuité, en tout cas, qui traduit une volonté. Mais ce que j'ai retenu quand même, c'est que la nécessité que ce projet ait la possibilité de fédérer les Martiniquaises et les Martiniquais. C'est-à-dire que c'est un critère très important. Il ne suffit pas qu'on aille seul avec la meilleure expertise du monde. Si tant est que la meilleure intelligence, à mon avis, elle est collective. Il est très difficile d'être intelligent faisant cavalier seul. Ouais. Je crois que, et c'est ce que peut-être Dany Chaumet avec Patrick Chamoiseau à l'époque et que Denis Lurégis avait repris, c'est cette volonté de fédérer, de rassembler, de mobiliser. Il faut que les acteurs martiniquais, notamment ceux qui font partie du périmètre concerné, c'est-à-dire de la montagne Pelée et des pitons du Carbet, et bien des pitons du Nord en général, et bien qui se sentent concernés et mobilisés sur cette question. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir gagner. Et parce que c'est des gens très sérieux. Enfin, j'ai pu les rencontrer, pour certains, en tout cas à Marseille. Il y a une rigueur très stricte. Il ne faut pas qu'on soit en contradiction avec une volonté de protéger. Il faut qu'on fasse la démonstration ou la monstration de notre volonté de protéger notre écosystème et notre biodiversité. Et je crois que ça, bon, il y a quand même un certain nombre de projets qui le prouvent, qui le montrent au niveau de la CTM. Nous avons eu quand même cette démarche du Conseil général de l'époque avec l'agenda 21, porté par Claude Lys, mais fortement initié, impulsé par Gare Saint-Malsa. Bon, il y a quand même quelques éléments. Et puis bon, c'est vrai que si nous avons cette forêt, par exemple, entre Prêcheur et Saint-Pierre, je l'ai un peu expliqué, notamment aux représentants du ministère de la Transition écologique, c'est que même avant, à l'époque d'Albert Joyeux au Prêcheur, si on n'a pas de route Prêcheur-Grand-Rivière, c'est parce qu'il y avait déjà à l'époque des élus martiniquais qui disaient non, il ne faut pas sacrifier justement notre patrimoine naturel sur l'autel de je ne sais quel développement et d'artificialisation et de construction de routes à tout va. Surtout qu'on peut faire le transport par bateau de Grand-Rivière à Prêcheur. Surtout que ce qu'il faut absolument privilégier, effectivement, c'est le transport entre Prêcheur et Grand-Rivière par la mer. Et je dois dire là aussi que, vous vous souvenez, avant la construction du port de Grand-Rivière, il y avait des conditions, on va dire, d'échouage très difficiles pour les marins pêcheurs. Mais je me souviens qu'en dépit de ces difficultés, eh bien, qu'il y avait une coopérative de pêcheurs commune à la fois à Grand-Rivière aux Prêcheurs. Ça veut dire qu'il y avait des relations qui se faisaient naturellement, normalement, au niveau des marins pêcheurs en tout cas, par la mer, et c'était une très bonne chose. D'accord. Quel regard que ces gens-là portent sur nous à Marseille? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils nous regardent comme quantité négligeable ou ils nous prennent au sérieux? Non, c'est-à-dire que non, ils nous prennent au sérieux, comme tout le monde. Je pense qu'ils ne sont pas sur regarder, c'est-à-dire ce qui s'est passé lors de ce congrès. Vous savez, vous avez des peuples autochtones, vous avez des entreprises qui se positionnent sur les questions de développement durable, vous avez des ONG, en même temps que des États, il y a même des régions d'ailleurs. Une proposition, une suggestion, ce serait que la CTM, le territoire de Martinique, adhère, c'est déjà le cas de la région du Sud, je crois, en France, adhère justement à l'UICN de manière à ce que, eh bien oui, que effectivement nous soyons présents dans ce type d'organisme pour défendre les valeurs de l'écologie et la nécessité qu'il y a de changer de système, de changer de logique, comme qui dirait, de changer de paradigme pour aller vers un autre modèle de développement. Et je me souviens aussi de tout ce qui a été écrit par des gens comme Édouard Glissant, par Patrick Chamoiseau, encore par Raphaël Confiance, sur la nécessité effectivement qu'il y ait un autre modèle de développement et que nous avons peut-être cette carte à jouer, par exemple Martinique, pays bio, pays mettant en avant notre patrimoine naturel important.
Et il faut savoir une chose, et c'est ce que j'ai dit très clairement, c'est que nous faisons partie des pays de la Caraïbe. Et que la Caraïbe constitue le 34e hotspot de biodiversité mondiale. Ouais. Donc c'est extraordinaire. Mais en même temps, nous connaissons aussi les fragilités de nos écosystèmes. Nous savons comment notre biodiversité, bon, c'est le cas ailleurs, mais c'est le cas en Martinique également, est érodée. Et c'est tout ça. C'est pour ça qu'il faut des politiques publiques. Alors, bien sûr que depuis le Conseil général, la région, la CTM ont mis en place des politiques publiques spécifiques. D'un certain nombre d'outils. Ouais. L'État français aussi fait un travail à travers le parc marin, à travers un certain nombre d'outils. Le parc naturel régional de la Martinique fait un travail considérable, mais je crois qu'il faut aussi que dans toutes les politiques publiques, parce que l'écologie c'est une question de transversalité, on va dire, c'est dans toutes les politiques publiques, il faut que nous ayons ce souci de la préservation, de la valorisation de notre écosystème et de la biodiversité, que ce soit pour le transport, l'agriculture, l'aménagement du territoire en général. Il faut que le souci, la préoccupation écologique soit présente en permanence. Et on vit à la Martinique un phénomène latent, j'ai envie de dire, c'est l'érosion et la disparition de certaines plages. Hein, oui, mais ça, c'est encore une autre problématique. C'est que sur le Prêcheur, on essaie de se dire, par contre, là, c'est autre chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si... Alors, bien sûr, dans notre aménagement, il y a des choses à faire. Quand on a enlevé des essences endémiques pour remplacer par des cocotiers à tout va, quand on a artificialisé une bonne partie de notre littoral, ça a des effets. Vous savez, la planète fonctionne de façon un petit peu logique. Hein, c'est-à-dire que Conrad, c'est pas l'homme j'étais aujourd'hui qu'au bout d'un ravinigo, mais qu'à vinigo un moment. Hein, c'est-à-dire qu'il faut toujours prendre conscience de ça. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons à l'esprit la nécessité d'un aménagement ménageant. Nous parlons de ménageant justement nos ressources naturelles, ménageant nos écosystèmes et ménageant notre biodiversité, parce que c'est sur cette branche-là que nous sommes aujourd'hui assis, et si nous n'y prenons garde, eh bien un jour nous risquons de trouver comme nous à terre complètement. Très bien. Alors, monsieur le maire, il y a un courrier que vous avez adressé au président de la CTM avant votre départ, je crois. Ça parle CTAP. Vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne, s'il vous plaît? Alors, la CTAP, c'est la Conférence territoriale de l'action publique. Donc, c'est une instance qui peut être mise en place à l'initiative du président du conseil exécutif donc de la CTM, mais qui existe aussi pour les régions, donc qui peut être mise en place. Là, en cela, on peut dire que le président du conseil exécutif de la CTM reprend une des prérogatives des présidents de conseils régionaux. Par exemple, en Guadeloupe, la CTAP s'est réunie plus d'une fois. Donc, elle réunit, bien sûr, des représentants de la collectivité, la région pour les autres régions et la CTM pour nous, mais elle peut réunir avec eux des maires, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, les communautés d'agglo. Elle peut, au compris, on a la liberté, par exemple, d'y associer les parlementaires, et elle peut effectivement demander à rencontrer le préfet, à rencontrer les responsables des services déconcentrés de l'État, etc. Et je pense que ça, c'est un outil qui nous permettrait effectivement un espace de dialogue avec l'État, il en faut, et je crois que mais à notre initiative, parce que les espaces de dialogue et de coordination, ils se font toujours à l'initiative de l'État. Ouais. C'est quand même regrettable. Enfin, en tout cas, sur la gestion de la crise sanitaire, quelle que soit la majorité, moi, ça me désole. Il faut arriver à un moment où nous, élus martiniquais, on nous reproche tellement notre mutisme, et bien que nous ayons cette possibilité de nous rassembler à partir de l'initiative parce que c'est lui qui a la prérogative de par la loi, d'une initiative donc du président du conseil exécutif, que nous soyons rassemblés, que nous discutions, que nous assurions une coordination, que nous prenions aussi des initiatives, et qu'après, dans le même espace ou dans d'autres espaces proposés par l'État, comme le fameux comité de pilotage hebdomadaire du jeudi, et bien que nous ayons la possibilité de discuter avec l'État, mais en portant aussi une parole collective. Alors, je dis souvent que ce que je peux regretter, parce que ce que je dois dire quand même, je n'ai pas encore de réponse, et que cette demande, elle avait déjà été formulée à l'époque à M. Marie-Jeanne lorsqu'il était président du conseil exécutif de la CTM. Donc, elle avait formulé l'ancienne gouvernance, tout à fait, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que c'était pas mis en place. On avait demandé la même chose avec Jean-Philippe Nilor, je m'en souviens, relayé d'ailleurs par Denis Régis lors d'une plénière. Et en fait, la réponse avait été l'organisation d'une sorte de réunion avec tous les maires. Mais c'était une sorte de grand-messe qui a duré un jour. Mais après, on n'a plus entendu parler de quoi que ce soit. Mais ce n'était pas une réponse claire à la mise en place de la CTAP.
Et aujourd'hui, bon, je trouve regrettable qu'il n'y ait pas encore d'initiative, alors que je fais remarquer quand même que dans la motion votée par la majorité des membres de l'Assemblée, figure cette proposition de CTAP. Et j'ai relancé justement le président du Conseil exécutif sur la base de cette proposition contenue dans la motion votée par les élus. Et même le président de l'Assemblée n'en parle plus. Je trouve ça quand même bizarre. Et je pense que ce serait quand même un élément important, parce que ça nous permettrait de faire peuple, ça nous permettrait de nous voir, de travailler, ça nous permettrait aussi de mettre en place des outils de coordination, mais je reviendrai sur des propositions précises. Mais ce que j'ai l'impression, vous savez, quand j'étais militant dans les migrations en France, à Paris, j'avais contact avec Georges Faisan, qui était un Guadeloupéen, qui avait eu quelques soucis à un moment, et qui est un militant anticolonialiste connu en Guadeloupe. Et il me disait, Marcelin, tu sais, c'est des fois ce qui nous tue, c'est toujours cette volonté d'être l'interlocuteur privilégié de l'autre, de l'État, de celui qu'on pressent comme étant en position de domination. Et il faisait, pour me le dire, référence à Toussaint Louverture. Toussaint Louverture qui disait je suis le plus grand des nègres qui va parler au plus grand des blancs, en l'occurrence Napoléon Bonaparte. Ouais. Et bon, on a bien vu ce qui est arrivé malheureusement à Toussaint Louverture, qui était un grand homme, mais ça n'enlève rien ni à son génie, ni à son prestige. Mais je crois que c'est ça, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi que de temps en temps, on arrête d'être en compétition interpersonnelle, en rivalité permanente, et qu'on se dise, mais nous peut sembler que nous, on peut faire peuple. C'est pas abstrait, faire peuple, c'est du concret, faire peuple. C'est se voir, c'est échanger, c'est voir comment on construit ensemble, et c'est ce que je propose très humblement. Je pense que, oui, le président du Conseil exécutif actuel, Serge Letchimy, gagnerait à le faire. C'est dans l'intérêt de la Martinique, c'est aussi dans son intérêt, parce que je pense que ça ne doit pas être facile non plus d'avoir à gérer une telle crise. Et je dis que nous, élus martiniquais, nous sommes collectivement prêts à relever ce défi dans un contexte qui est complètement difficile, douloureux. Il y a beaucoup de souffrances, des familles décimées, on voit des gens partir, des gens que nous connaissions. Non, c'est une situation, on ne peut plus catastrophique, c'est une hécatombe, il faut dire les choses. Oui. Et que face à ça, je pense qu'il est nécessaire que nous collons les têtes, nous collons les épaules pour garder ça ensemble, nous peut faire. D'accord. Alors, pendant votre absence, en tout cas, ça s'est passé la semaine dernière, je crois, il y a des gens qui venaient de la Dominique, qui ont été ramenés sur le prêcheur. Et il y a eu une course-poursuite, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, je ne sais pas, mais vous allez peut-être nous éclairer de manière complète et la manière dont les choses ont été dites un peu dans les médias. Alors, est-ce que vous savez ce qui s'est passé exactement? Ce sont des Haïtiens qui vivaient en Dominique depuis un certain nombre de temps et ils ont amassé ce qu'ils avaient comme argent pour pouvoir être conduits en Martinique. Parce qu'ils auraient préféré, d'après ce que j'ai compris, vivre en Martinique que de rester à la Dominique. Donc, maintenant, c'est la suite qui est un peu bizarre. Non, mais d'après le contact que j'ai eu avec les gendarmes, il semblerait qu'une personne qui est une filière, en fait, d'immigration clandestine, et qu'il y ait une personne qui était arrêtée, effectivement, qui était venue, je crois, récupérer les personnes. Alors, moi, c'est une réalité. Mais ce qui me désole, et je dois le dire en toute franchise, en dépit de toute la sympathie que j'ai pour beaucoup de journalistes et de médias, moi je suis quand même écœuré par le traitement médiatique de ces affaires d'immigration clandestine aux prêcheurs. Alors, je sais que très souvent on trouve interviewer des gens, c'est toujours les mêmes d'ailleurs, qui disent à longueur d'interview que oui, les gens rentrent tout le temps, il y a une sorte de balai, de yole qui arrive, et puis en plus comme si le prêcheur était la seule commune où des yoles ou des gros faces ou des machins entraient, parce qu'il y a beaucoup plus dangereux, enfin mais j'y reviendrai. D'une part, c'est stigmatiser une commune. En plus, quelques personnes pensent que le maire du prêcheur y est pour quelque chose. Je dois dire que je n'ai aucune sorte de compétence en matière d'immigration. C'est pas du tout, c'est de la compétence exclusive de l'État, qu'à plusieurs reprises nous avons eu à interpeller justement l'État dessus, et que je ne peux pas dire très honnêtement que ni les gendarmes, ni la PAF, ni les douaniers ne font pas leur travail dessus. Ils font leur travail. Il y a même des surveillances des policiers de la PAF qui viennent en permanence surveiller les côtes. Il y a aussi, quand les gendarmes sont prévenus, ils viennent tout de suite. La preuve, c'est qu'ils ont arrêté un certain nombre de gens. Donc, mais ce qui fait défaut, c'est pas la faute ni des gendarmes, ni de nous, ni de qui que ce soit. C'est les politiques néolibérales
depuis quelques années, qui font qu'on supprime des postes de fonctionnaires, y compris des postes de fonctionnaires de douane et de police et du reste. Parce qu'à mon époque, à l'époque où j'étais petit garçon, il y avait un douanier qui était en permanence au prêcheur. Il était là tout le temps. Et donc, il savait tout ce qui se passait. Donc, il pouvait alerter ses collègues. D'accord. Il y avait un bureau de douane à Saint-Pierre. Et pourquoi ils l'ont supprimé? S'il y a un besoin de surveiller à cet endroit de code, il faut donner justement aux organismes les moyens de le faire, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Mais ça, c'est une politique qui est menée au plus haut niveau. On déshabille en permanence les services publics et les services et la fonction publique d'État. Bon, ben voilà. Donc on se retrouve confronté à ça. Donc il est très difficile d'apporter des fois des solutions efficaces, parce que c'est pas évident quand même, vous le comprendrez, de surveiller en permanence ces codes. Donc je dois dire quand même quelque chose. Le traitement médiatique de ces affaires fait qu'on oublie qu'il s'agit là d'hommes et de femmes et d'enfants qui viennent d'un pays qui est en grande difficulté. Alors tout le temps, on est solidaire de tout le monde, on est solidaire d'Haïti. Mais quand on voit un Haïtien concret qui fuit son pays, parce que c'est pas par plaisir que les gens viennent en Martinique. C'est pas par plaisir, ils viennent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et puis ce que je dois dire, c'est que les gens c'est pas un problème de prêcheur, c'est complètement absurde de mettre à chaque fois le projecteur sur le prêcheur. Les gens, ils passent au prêcheur, mais ils vont ailleurs en Martinique. Donc c'est un problème d'immigration en Martinique. Et parce que la question de l'immigration, on nous applique des lois françaises, mais la question de l'immigration dans le contexte caribéen, avec, par exemple, on sait bien, moi je pensais bien qu'il y aurait eu une recrudescence d'immigration lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, avec les conséquences. On ne sait pas ça, tout ça. On oublie ça. On oublie la dimension humaine pour s'attacher à faire du sensationnel médiatique. Mais je pense qu'il faut aussi que nos journalistes aient une déontologie et je dirais une éthique caribéenne quand même. Pour arrêter, parce que là, ils font le jeu du Front National. Et ils donnent raison aux xénophobes, en fait, pour faire croire que personne ne fait rien sur quoi que ce soit, c'est le bordel n'importe qui entre. Et je dirais, pour finir sur cette question, et j'ai le courage de le dire, moi, dans ma position d'humaniste, en tant que maire, je serai pas comme certains maires du Front National qui font la chasse aux immigrés. Je ne refuse de le faire. Je serai par contre plutôt de la fibre du maire de Lampedusa en Italie, qui ouvre ses bras et qui accueille des êtres humains qui sont en souffrance. Et je dis par contre, il faut une détermination à poursuivre les profiteurs justement de misère, les profiteurs de souffrance, de tous celles et ceux qui organisent les filières. C'est ceux-là qu'il faut attaquer. Et puis je dois dire également, on le sait, dans toutes les communes, le trafic de drogue qui fait des ravages, quand on sait pertinemment qu'il y a des réseaux organisés de trafiquants sur l'ensemble du Nord-Caraïbe et de la Martinique, et que les conséquences, quand on a vu des gens qui tuent des gens à Saint-Pierre, c'est pas rien. Hein. Ça veut dire que ça vient, cette violence aussi, des trafics de drogue. Et ça n'inquiète pas plus que quelques pauvres gens qui arrivent, ça inquiète plus ça? Eh bien moi je dirais que par rapport à ma jeunesse, par rapport à la conscience que j'ai d'accompagner cette jeunesse et de penser, de croire qu'il y a un avenir pour elle, eh bien je dis que ça m'inquiète plus, les trafics de drogue. Et si on doit, et je crois que très honnêtement j'ai entendu aussi, alors il y a certains qui disent ouais ça ne peut arriver qu'aux prêcheurs, mais c'est de la foutaise. J'ai entendu des gens qui disent que sur certaines côtes de Martinique, je ne citerai aucune commune, mais qu'il y a des go fast qui arrivent avec des gens qui montent la garde, avec des mitrailleuses. Donc, vous voyez que je trouve que franchement, c'est faire, bon, c'est un problème. Je ne dis pas qu'il faut laisser ça tomber. Il faut poser les problèmes des moyens de surveillance des côtes. Il faut poser les problèmes aussi de comment on peut accueillir, en tant soit peu, les gens qui sont en difficulté. Nous, aux prêcheurs, on a pris l'initiative de développer de la coopération avec Haïti. Il faut poser la question du co-développement. Est-ce que nous, franchement, nous n'avons pas une obligation de solidarité, ne serait-ce qu'en tant qu'Aribéens, à défaut de l'être en tant que citoyen du monde? Et je rappelle simplement aux Martiniquaises et aux Martiniquais que quand Haïti a été république, que Toussaint Louverture, justement, avait envoyé des émissaires à Martinique et Guadeloupe pour aider ses frères esclaves. Je voudrais dire aux Martiniquaises et aux Martiniquais qu'il ne faut jamais oublier que l'esclavage a été aboli dans les colonies anglaises en 1833 et qu'entre 1833 et 1848, date de l'abolition en Martinique, que des esclaves martiniquais trouvaient refuge à la Dominique et qu'ils étaient protégés par les Dominiquais. Je voudrais rappeler aux Martiniquaises et aux Martiniquais qu'en 1902, il n'y a pas qu'en Guyane ou en France que les gens sont partis. Il y en a qui sont allés également à la Dominique et qui ont été accueillis. Je voudrais rappeler aussi aux Martiniquaises et aux Martiniquais que lors de la Seconde Guerre mondiale et de la dissidence
des Martiniquais passaient par la Dominique ou Sainte-Lucie pour aller rejoindre les troupes du général de Gaulle, etc., etc., etc. Donc, on a trouvé ces gens-là qui étaient solidaires à un moment. Et maintenant, nous allons faire comme les égoïstes, certains égoïstes occidentaux, notamment de la fachosphère, et dire que ça n'a pas de problème, nous, ni qu'à débrouiller Koyo. Non, je crois que nous sommes appelés à un devoir de solidarité. Je dois dire aussi que c'est les bab voisins ont pris des faits, il faut qu'on ose état. Parce qu'on ne sait pas à quel moment, parce que tous les spécialistes des risques majeurs nous disent et nous répètent que c'est pas celui qui est très très loin qui vous sauve tout de suite, c'est votre voisin. Votre voisin, ça peut être le voisin de palier, ça peut être le voisin de lotissement ou de quartier ou de commune, je ne sais quoi, mais ça peut être aussi le voisin immédiat, celui qui est tout près dans un pays. Voilà. Donc c'est tout cela. Je ne dis pas que on doit oublier, dire que non, c'est pas grave, on se croit, l'immigration, effectivement, mais c'est avant tout un drame humain. Et je finis à enfoncer le clou pour dire, je n'ai jamais compris, je profite pour le dire, je suis cash et franc, que quand il y a eu cet accident en mer, et que notamment des enfants ont disparu en mer, qu'aucune sorte de petite voix, ni d'intellectuel, ni de responsable d'église, ni de qui que ce soit, encore moins de responsable politique, ne s'est élevé pour dénoncer cette situation faite justement aux frères migrants de la Caraïbe. Je reprends le frère migrant de la Caraïbe. Comment on peut penser que ça n'émeut personne? Bien sûr, les gens peut-être ont lâché quelques larmes dans leur coin, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que collectivement, des gens, ceux qu'on estime être nos leaders d'opinion, nos leaders philosophiques, nos leaders religieux, nos leaders intellectuels, qui puissent prendre la parole, c'est cette question-là. Ce sont des êtres humains, je le rappelle. En plus, s'ils m'ont pas haïtien, c'est parce que Batoa, qui déposait, grand-papa, moi, il déposait Martinique, d'autres déposaient Haïti, mais ça peut être l'inverse aussi. Donc je crois qu'il faut qu'on ait conscience de tout cela quand même. Concernant l'arrivage de la drogue, des armes, tout ça, sur les côtes de la Martinique, il y a longtemps que l'ancien maire du Vauclin disait pourquoi ne pas utiliser l'armée pour une surveillance accrue, parce que les douaniers peut-être ne sont pas assez nombreux, mais l'armée, il y a quand même beaucoup de personnes. Donc peut-être permettre à l'armée de surveiller un petit peu les côtes de la Martinique. Vous savez, un des principes de la démocratie, c'est le refus de confondre les missions et les pouvoirs. L'armée a ses missions que je respecte. L'armée peut intervenir. L'une des missions de l'armée, c'est en cas, par exemple, d'événements graves, notamment au cas liés au risque majeur, d'intervenir. Ça, j'en conviens. Mais pour la surveillance régulière des côtes, c'est un travail de spécialiste. Pourquoi ne pas justement créer plus d'emplois de douaniers? Pourquoi ne pas créer plus d'emplois de policiers, notamment chargés de la surveillance des frontières, communément appelés PAF? Oui, ce sont des gens qui peuvent faire ce job-là. Pourquoi ne pas créer, oui, une sorte de brigade spéciale, soit des douanes, soit des policiers, comme les gardes-côtes américains, pour avoir une surveillance particulière des côtes martiniquaises? C'est en plus des créations d'emplois possibles. Pourquoi pas? Donc je crois que ça pourrait être efficace. Et puis aussi, je ne crois pas aussi que, vous savez, même si vous pouvez mettre des milliers de soldats, de militaires, il n'est pas dit que ça règle le problème. Il y a une des techniques de surveillance que les policiers connaissent bien, ils savent, d'information. Si les gendarmes arrivent quand, par exemple, certains canaux débarquent des immigrés, des migrants, c'est parce qu'ils en sont informés. Hein. Donc il y a un travail d'information. Bon, l'armée aussi a ses réseaux d'information, mais ce travail d'information est très bien fait aussi par des policiers qui peuvent le savoir. Et puis je crois aussi qu'il faut qu'on ait une démarche volontariste auprès du gouvernement de la Dominique et de Sainte-Lucie. Mais bon, comme mon problème vient de la Dominique, et moi je serais prêt effectivement à participer d'une démarche auprès du gouvernement de la Dominique pour leur dire qu'il faut être plus vigilant et plus ferme sur ces questions de filières clandestines et d'immigration clandestine en Haïti. Parce que je le dis, c'est pas les pauvres gens qui débarquent, elles sont victimes, et elles sont doublement victimes. Et puis je voudrais aussi que des journalistes fassent un travail. Moi, vous savez, je vais vous raconter cette histoire. Il y avait un jeune haïtien qui m'a raconté comment il est arrivé à passer par la filière clandestine. Il a sa mère qui était ici depuis des années, qui a épousé un Martiniquais, qui était malade de cancer. En 2010, il avait 2 enfants, lui et une sœur. Et sa sœur est décédée à la suite du tremblement de terre de 2010. Il m'a dit que ce qui le travaillait, c'est l'idée qu'il ne voit sa mère avant son décès. Et lorsqu'il l'a pris, il avait fait toutes sortes de démarches, parce que ça aussi, hein, vous savez, il y a une inégalité devant l'immigration.
Quand c'est certains peuples, on accélère, mais on sait comment le peuple haïtien, des fois, est méprisé par certains. Et il m'a dit qu'il a eu il a voulu entrer. Vous pensez que c'est par plaisir que quelqu'un entre comme ça illégalement? Il a voulu entrer légalement, mais il a eu beaucoup de mal, notamment au niveau de l'ambassade de France. Eh bien, quand il, par peur de voir sa mère disparaître sans qu'il ne la voie, quand il a une proposition d'une filière clandestine, il a saisi l'occasion. Voilà les réalités humaines, concrètes. Il ne suffit pas de dire, ouais, mon cas entré. Allons voir, au fond, quelle souffrance il y a. Et nous avons le devoir, tout en bossu, c'est normal qu'on préserve notre population, qu'on surveille nos frontières, ça, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais en même temps, il faut aussi être un Caribéen, savoir dans quel monde on vit, connaître les difficultés des pays voisins, d'essayer d'anticiper ces difficultés, de développer de la coopération. On a la possibilité, nous, collectivités, de faire de la coopération. Certains gars disent type riche avec coopération. Donc, on pourrait aussi faire beaucoup plus de coopération dans la Caraïbe, pas la coopération dans un sens vertical descendant où on va faire l'aumône. Non, la coopération dans l'idée d'une coopération, c'est-à-dire où on échange, où on mutualise, où on s'aide, où on s'entraide. Des fois, on peut trouver aussi, effectivement, par exemple, on travaille sur la question de l'eau avec Haïti, avec l'Office de l'eau de Martinique. Eh bien, parmi les responsables, il y a un député haïtien qui est un ingénieur agronome qui a des idées dont il nous fait part et qui sont très intéressantes et qu'on pourrait appliquer en Martinique très largement. Donc c'est pas une vision un peu condescendante, descendante, mais c'est une vision où on regarde l'autre à hauteur d'homme et l'autre, on l'autorise à nous regarder à hauteur d'homme également. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour toutes ces explications. Monsieur Marcelin Nadeau, maire et conseiller territorial de la Martinique. Merci. Merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision. C'est moi, tout le plaisir fait pour moi. Merci. À bientôt. Merci, Manuela.